échange autour de discrimination. On a fait un bon tour de ville aujourd'hui avec Daniel, avec l'échange. On est allé au Champ de Mars, on a pu déjà aborder le problème, le concret dans ce quartier de Perpignan. Donc, merci à vous d'être là. Merci à tous et puis je vous laisse la parole. Mais bonsoir à tous et à toutes, merci beaucoup pour l'invitation qui permet de sortir un peu de l'Assemblée et de profiter du beau temps que vous avez ici, même si c'est aussi dû au changement climatique, il y a encore un autre débat, mais en tous les cas merci. C'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation de la liste citoyenne l'alternative et c'est effectivement sur un sujet particulier qui est celui des discriminations, mais de mon point de vue, c'est une question avant tout démocratique. Et je crois que c'est un des axes forts de la campagne, c'est comment est-ce qu'on redonne du pouvoir aux citoyens et aux citoyennes, comment on leur redonne les droits auxquels elles et ils devraient pouvoir profiter et comment ces droits sont mis. Et la question, je pense qu'on en discutera dans l'échange, c'est comment est-ce qu'on répond au niveau local comme au niveau national à cet enjeu. Alors moi, je vais parler de mon expérience à la fois de militante et d'élue. En tant qu'élue, je suis membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale qui porte sur des questions de justice, de droit et de liberté. Et c'est vrai que le bilan que je tire de ces 2-3 premières années de mandat, c'est qu'on est effectivement loin du compte de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, des moyens qu'il faudrait mettre en œuvre pour répondre à ce déni de droit, à ce déni de démocratie qui est aujourd'hui structurel dans notre pays à toutes les échelles. Les constats sont faits en fait depuis des années. Je pense qu'il y a eu étude sur étude, rapport sur rapport qui montrent et qui prouvent aujourd'hui comment en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la santé, d'accès aux services publics de base, il y a de la discrimination, il y a une discrimination qui est y compris institutionnalisée, pas parce que les individus en soi seraient racistes ou discriminants, mais parce qu'on a une société qui est organisée pour monopoliser le pouvoir entre les mains d'une minorité et pour créer justement ce déficit de droit et de démocratie. Et je pense que la question des discriminations, elle s'intègre vraiment dans cette question d'une société de classe, d'une société hiérarchisée et qui a un peu besoin de justification pour maintenir ce pouvoir et ce monopole d'une minorité sur la majorité. Et pour ça, effectivement, les discriminations, elles servent à justifier le fait que telle ou telle catégorie n'aurait pas droit à l'ensemble de ce qui est le bien commun, de ce qui est les droits humains. Donc, au-delà de cette approche générale, je crois que dans une campagne électorale, dans une dynamique citoyenne, il faut pouvoir s'adresser au plus grand nombre et aussi s'adresser à celles et ceux qui sont les plus éloignés, les plus vulnérables, les plus déniés de droits. Et je crois que c'est aussi en partant de la parole, de l'expérience des citoyennes qu'on peut arriver à trouver des réponses. Parce qu'en vérité, face aux discriminations, il y a encore des résistances. Il y a une expérience de lutte au quotidien des gens en fait, qui font face à ça, et c'est de ça qu'on doit partir. Je vais partir de l'expérience d'un quartier populaire, de plusieurs quartiers populaires à Paris, dans le 18e et 19e arrondissement. C'est la circonscription où je suis élue, où les chiffres en termes de chômage, en termes de précarité, sont peut-être pas aussi criants qu'ici à Perpignan, mais voilà, on retrouve par rapport à l'agglomération parisienne, dans les quartiers du 18e et du 19e, des taux de chômage des jeunes qui sont 2 à 3 fois plus importants que la moyenne parisienne, où on trouve des services publics qui ferment,
où on trouve y compris une stratégie qui va cibler en termes de harcèlement policier les populations des quartiers populaires, et où on a ces inégalités qui sont la source des discriminations. Et face à ça, il y a des stratégies d'auto-organisation qui commencent par le travail au sein des associations, par la solidarité qui se reconstruit localement, par ce dont on a pu discuter, y compris cet après-midi, avec des habitants qui s'organisent pour l'aide aux devoirs, qui s'organisent pour essayer de retisser ces liens et de redonner à chacun et à chacune une dignité et une place en tant que sujet de droit et pas simplement objet de discrimination. Et je crois que c'est en partant de ça, en partant de ces réalités, qu'on arrive à reconstruire et à s'opposer à ce recul général des uns des unes et des autres. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est sur le fait que c'est pas juste une question spécifique, c'est-à-dire que ça va cibler des populations, mais ce qui est un recul pour quelques-uns devient un recul pour tous les autres. Je voulais citer l'exemple des violences policières, qui est devenu un débat un peu plus national qu'il ne l'était, et qui a surpris, a heurté et bien sûr a créé un électrochoc important, parce que ces violences, elles se sont mises à s'attaquer à des gens qui n'avaient jamais été confrontés à cette violence d'État, c'est-à-dire que ce soit à partir de la loi travail, les syndicalistes qui étaient mobilisés, qui ont expérimenté les premières NAS et les premières attaques du pouvoir jusqu'aux gilets jaunes et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a eu, y compris dans les mouvements sociaux, un décalage parce que cette expérience-là de la violence d'État, ça fait des années que dans les quartiers populaires, vis-à-vis d'une partie de la population, elles se sont exercées, y compris les témoignages de policiers, de certains policiers le disent concrètement. Il y avait en décembre dernier un article de La Croix, je crois, qui était allé interroger les policiers et qui disait en fait on ne comprend pas pourquoi ils nous font tout ce ramdam sur les LBD, etc. Parce que nous ça fait des années, les flashballs, on les utilise dans les quartiers populaires. Et donc tout d'un coup on nous fait tout un blitz, alors que c'était normalisé en fait. C'était normalisé vis-à-vis d'une partie de la population qui ont été ciblées parce que classe populaire, classe dangereuse, parce que issus de l'immigration, parce que, y compris, il y a des théories qui considèrent que en fait, c'est des populations qui sont substantiellement dangereuses, avec tous les amalgames qu'il y a. Et face à ça, pendant des années, des collectifs, les familles de victimes notamment, quelques associations de défense des droits humains se sont battues pour obtenir la justice et continuent à se battre parce que cette justice elle n'est pas encore rendue. Mais c'est vrai que c'était ciblé sur quelques quartiers, et je crois que ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est qu'en fait c'est devenu la norme et c'est devenu un mode de réponse politique à un problème social, parce que les problèmes sociaux dans les quartiers populaires, et on s'en est rendu compte pendant le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, sur les problèmes d'emploi, les problèmes de chômage, les problèmes de perte de services publics, etc., que ce soit dans la grande banlieue parisienne ou dans les territoires ruraux, cette détresse sociale, elle est la même. Et du coup, la réponse de l'État, ça a été de systématiser un peu cette répression policière à ceux qui se sont révoltés dans les quartiers populaires. Et puis, quand la révolte a pris des dimensions avec le mouvement des Gilets jaunes et les mouvements sociaux, à le systématiser. Et à travers cet exemple, on voit comment ce qui était d'abord ciblé sur une partie spécifique de la population devient en fait la norme, la règle d'exception devient la norme générale. Et voilà pourquoi il est essentiel en fait, dès qu'une personne est attaquée, même si c'est pas un syndicaliste, c'est pas un militant politique, etc. Il est essentiel en fait de se mobiliser même pour une petite partie, parce qu'en fait ça va être quelque chose qui va être systématisé à tous et à toutes. Donc pour moi
moi, ça c'est un exemple, l'exemple le plus flagrant de cette nécessité à comprendre la globalité du problème et à s'inspirer, y compris de la manière dont les victimes de ces violences se sont organisées. Encore une fois, je parlais de l'expérience des collectifs de familles des victimes qui réclament justice pour les leurs et puis qui réclament justice pour toutes ces populations qui ont été pendant des années stigmatisées. Et je crois que c'est un exemple aussi de cette importance de l'auto-organisation et du fait que aujourd'hui, si ce débat est possible au niveau national, c'est parce qu'il y a eu tout ce travail, toute cette accumulation, y compris juridique, de preuves, tous ces combats qui ont été menés et qui aujourd'hui mettent quand même le pouvoir en difficulté sur ces questions-là. Et je crois que c'est aussi un acquis de ces luttes et qu'il faut en rendre compte. Donc voilà un peu, c'est un peu général, mais pour moi c'était un exemple assez édifiant de cette question de les discriminations. En fait, elles concernent tout le monde, elles ne concernent pas que les personnes qui en sont victimes en premier lieu. Voilà, pour une introduction un peu générale, et on pourra revenir dans la discussion un peu sur ce qu'on peut proposer au niveau national, au niveau du droit, des lois, parce qu'il y a encore beaucoup à faire en la matière, ne serait-ce que pour les faire respecter, les lois, parce qu'on a quand même aujourd'hui des outils qui devraient pouvoir être mis en œuvre, qui ne le sont pas par manque de volonté politique, et qui ne le sont pas, et je finis là-dessus aussi, par stratégie politique. Et c'est ce qu'on a vu au cours des derniers mois avec le régime macroniste, qui a clairement indiqué que les prochains mois, les prochaines années, pour préparer la présidentielle, vont être structurés par ce tête-à-tête qu'ils veulent absolument avec l'extrême droite, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour espérer être au second tour, et donc mettre en avant ce qu'ils appellent les sujets dits régaliens, les sujets de sécurité et compagnie, en pervertissant, y compris complètement, ce que devraient être justement les responsabilités de l'État, la police républicaine, en instrumentalisant toutes ces questions. Et donc il y a une stratégie politique d'utiliser l'arme de la fracture sociale, de la fracture au sein de la population pour gagner électoralement. Et je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête, parce que c'est à ça qu'on fait face, et que face à ça, il faut un projet de société, un projet de rassemblement, un projet de fédération qui oppose aux stratégies du pouvoir cette unité de toutes les luttes. Et pour construire cette unité, il faut être de toutes les luttes, il faut être des luttes sociales globales, mais aussi du coup des luttes de celles et ceux qui sont victimes des discriminations. Voilà un peu rapidement quelques éléments pour nourrir la discussion. Je te laisse la parole. Merci. Bon, moi je vais abonder le propos de Daniel. Donc, moi aussi je vous remercie de m'accueillir à Perpignan. J'y viens avec grand plaisir. J'y reviendrai la semaine prochaine. Vous pouvez compter sur moi et moi je compte sur vous. C'est un sujet qui est très très important. C'est pas un sujet, Daniel vient de le dire, c'est pas un sujet spécifique. Quand on parle de lutte contre les discriminations, on ne parle pas, d'autre chose que de la question de l'égalité, qui est au cœur de la devise républicaine. Et la fraternité. Et de la fraternité. Donc, on ne parle pas d'autre chose. Je vais enfoncer une porte ouverte en commençant par dire que sans le ramener à la question des personnes, simplement, quand on subit des discriminations, on subit des blessures, et ces blessures-là, forcément, ça produit des blessures collectives. Forcément, ça produit de la division et des fractures dans notre communauté sociale. Je sais que certains n'aiment pas le terme de communauté, mais moi je trouve que quand on le lie à la question sociale, c'est une notion très très intéressante. Communauté sociale, communauté de classe. Donc c'est vraiment quelque chose qui
qui est important, et je dis ça pas pour faire pas pour jouer sur les émotions, c'est pour jouer sur les conséquences réelles de ce que certains appellent notre vivre ensemble, qui est qu'aujourd'hui, quand on subit ces discriminations, ce qu'on produit, ben, c'est de l'amertume, de l'acrimonie, de la rage, parce que quand on a sur une des bases de la vie sociale, quand on devient adulte, c'est-à-dire chercher du travail, et qu'on est issu d'un quartier populaire, qu'on est français, dit ici de l'immigration. Donc c'est vraiment un moment qui peut générer vraiment de la excusez-moi madame. Pardon. C'est un moment qui peut générer vraiment des blessures et qui peut générer vraiment des dégâts dans le corps social. Bon, une fois que j'ai dit ça, moi, cette question-là, cette question de la lutte pour l'égalité et contre les discriminations, c'est au cœur de mon combat militant depuis les années 80. C'est au cœur de mon engagement politique. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans les quartiers, mais pas seulement dans les quartiers, pour beaucoup de Français, c'est la première raison de l'engagement politique. Donc, si on propose une démarche politique comme celle de l'alternative, si on propose ce type de démarche politique, je crois qu'on doit mettre au cœur du projet politique cette question de la lutte contre les discriminations. Parce que, c'est, vous savez, si on prend le champ des discriminations racistes, les discriminations, c'est le racisme en acte. J'ai envie de vous dire, vous savez, bon, et c'est important que la question de la lutte contre le racisme, elle soit aussi au cœur de notre projet politique, mais il n'y a rien de plus dangereux qu'un raciste qui a le pouvoir. Donc, il n'y a rien de plus dangereux qu'un raciste qui peut mettre en acte son racisme. Et ça, c'est un effet concret. Donc, on a Daniel l'a dit, on a tous les éléments aujourd'hui pour comprendre la nature de ces discriminations. Donc là, j'ai évoqué les discriminations racistes, mais bien entendu, il ne faut pas dissocier les différents types de discrimination, même si on ne lutte pas de la même manière contre les discriminations racistes, contre les discriminations sexistes, contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, contre les discriminations qui sont faites aux handicapés. La souffrance est commune. Donc à chaque fois, on doit réfléchir à la façon dont on doit lutter contre chacune de ces discriminations. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'elles se combinent, qu'elles sont interdépendantes souvent. Et que le rôle, puisqu'on est dans une élection municipale, une mairie a de grands pouvoirs pour mettre en place des politiques de lutte contre les discriminations. Elle a de grands pouvoirs parce qu'elle peut commencer, par elle-même. Moi, souvent, bon, j'ai été élu municipal à Toulouse et je suis engagé sur ces sujets-là. Et ce que j'ai vu souvent dans les plans de lutte contre les discriminations que proposent les communes, c'est, bon, on va aller voir les entreprises et on va leur dire que voilà, il faut qu'ils se forment, il ne faut pas qu'ils discriminent, il faut qu'on soit clair sur les procédures de recrutement. Et systématiquement, moi je disais, ben, écoutez, la mairie est généralement, et surtout dans des territoires comme les nôtres, comme ici à Perpignan, un des plus gros employeurs, le plus gros employeur. Et si on y ajoute d'autres institutions comme l'hôpital, les HLM, bon voilà, j'ai pas besoin de faire un dessin pour vous démontrer à quel point une mairie a un rôle à jouer,
à des leviers d'action, que ce soit sur la question de l'emploi, que ce soit sur la question du logement, que ce soit sur la question de l'accès au droit, parce que ça a été évoqué. Et donc, j'ai presque envie de dire, déjà, c'est un tel chantier que si dans un programme municipal, au lieu de commencer, il faut le faire, de dire on va aller voir les entreprises et leur expliquer comment il faut faire. Mais si déjà on dit voilà, nous, quand on gagnera à la mairie de Perpignan, voilà ce qu'on va mettre en place pour garantir l'égal accès au droit à toutes les personnes, quelle que soit leur origine, quel que soit le lieu où elles habitent. Si on dit on va, une fois que les gens seront embauchés à la mairie, garantir en interne un égal accès aux évolutions de carrière, c'est ça qu'il faut travailler. Donc il y a deux choses. Il y a d'abord, bon moi voilà, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Daniel, je vais rajouter cet élément-là. Il y a la question de la mairie en tant qu'employeur, il y a la question des services municipaux. Et c'est vrai que ce n'est pas qu'une question de personnes, et c'est pour ça que souvent les personnels des mairies, des agents des services sociaux, ils ont des pratiques discriminatoires, parfois même sans le vouloir. Je ne les déculpabilise pas, je suis pas là, mais aussi parce qu'ils n'ont pas conscience de leurs pratiques, parce qu'ils ne sont pas formés, et parce qu'il y a un système au-dessus, justement, qui les incite à discriminer. Moi, je vais vous prendre un autre exemple. Je prends un exemple que j'ai connu directement. J'avais fait un travail à Toulouse sur les centres sociaux. Et donc, sur une espèce de démarche pour mettre en place un accès moins discriminant aux centres sociaux. Ça peut paraître étonnant de dire ça, parce que les centres sociaux, par définition, ne devraient pas discriminer. Mais bon, quelles étaient les pratiques? Et on s'est rendu compte que là, on avait vraiment des personnels qui, généralement, étaient plutôt de bonne volonté, des travailleurs sociaux, des conseillers à l'économie sociale et familiale, des AS, enfin bref, qui étaient de très bonne volonté, mais qui étaient confrontés à des réalités qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne savaient pas gérer, à des injonctions de la direction des centres sociaux qui les mettaient en situation de discriminer. Et on avait... j'ai un exemple, par exemple, parce que, bon, puisque c'est dans l'air du temps, parce que la nature quand même des discriminations et du racisme, elle a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, vous avez lu le discours du président la semaine dernière sur le séparatisme musulman et ces affaires-là. J'ai un exemple, par exemple, il y a tout bête, et je ne veux pas rentrer dans le débat sur la question du foulard, mais pour vous donner l'exemple. Donc j'ai une dame d'un centre social qui me dit, voilà, on discute, elle me dit, ouais, mais vous connaissez, j'ai un problème, quand on fait des sorties, elles n'enlèvent pas leur voile. Elles viennent au centre social, elles gardent leur foulard. Et je lui dis, mais où est le problème? Ben ouais, mais c'est interdit par la loi. Ben non, madame, c'est pas interdit par la loi, c'est interdit par la loi à l'école. C'est pas interdit par la loi, il n'y a pas de loi qui interdit. Et donc, tout d'un coup, on a une dame qui se mettait en situation de prendre parti et d'avoir en face d'elle, quoi qu'on puisse penser je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais d'avoir du coup une autre dame en face d'elle qui lui disait, mais vous êtes en train de m'interdire quelque chose auquel j'ai droit. Et je pense qu'il fallait clarifier la situation. Donc, c'est vraiment important de travailler sur cette question de la formation et sur la question du rôle de la mairie. Peut-être aussi un autre élément que je voudrais mettre dans la discussion, parce que je pense qu'une mairie a un rôle très très important, les collectivités ont un rôle très très important à jouer, c'est justement dans le soutien à la vie associative. Daniel en parlait. On a, sur cette question de discrimination, donc je parlais de formation pour les personnels municipaux, on pourra rentrer dans le détail si vous voulez, il y a la question de l'éducation, il y a la question quand même du travail sur quelle est notre histoire commune.
les chiffres sont, toutes les études, elles sont là, Daniel l'a dit tout à l'heure. Les Français, je parle des Français, qui sont les plus discriminés, sont ceux qui sont issus de l'immigration postcoloniale, qui sont d'origine africaine, nord-africaine. Les chiffres sont clairs, c'est ceux qui sont le plus discriminés, à diplôme égal, c'est ceux qui sont le plus contrôlés par la police. Tout ça ne souffre d'aucune contestation. Mais qu'est-ce qui fait cette situation-là? C'est aussi, c'est pour ça que je parle d'éducation, parce qu'il y a aussi la question des représentations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore une société qui produit un regard sur des Français. Moi, je suis né en France. On en est à la deuxième, troisième. J'ai des enfants et des petits-enfants. Donc, ça commence à faire un petit peu là. Et on a encore un système de représentation de stéréotypes qui persistent et qui sont entretenus. Alors, à chaque fois, on va les régénérer avec de nouveaux stigmates. Bon, en ce moment, c'est l'islam, par exemple. Les choses clairement. Donc, on va régénérer ça de cette manière-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire un travail sur, dans une ville comme Perpignan, par exemple, je pense que la question de l'histoire du peuplement de cette ville, elle est déterminante pour pouvoir mener de manière efficace une politique de lutte contre les discriminations et une politique pour l'égalité. C'est incontournable. On va pas... on sait bien que cette ville, elle est peuplée de Perpignanais qui ont des origines différentes, qui ont des histoires différentes et qui ont des statuts différents dans l'histoire. Et je crois qu'il faut... c'est très très important d'engager ce travail, alors qui peut passer par un travail de mémoire, qui peut passer par un travail d'histoire, par un travail dans le champ culturel, dans le champ... voilà, il y a plein de biais possibles pour le faire, mais surtout et également par un soutien aussi à la vie associative et aux moyens que se donnent les personnes concernées pour s'organiser. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas le craindre. Et là, on est vraiment sur la question de la démocratie. Moi, j'ai souvent eu ces échanges-là dans mon activité de militant politique, mais de militant de l'éducation populaire, de militant culturel, mais de dire, mais vous savez, c'est pas parce qu'on va faire une rencontre ou projeter un film là sur la guerre d'Algérie qu'on va mettre Perpignan à feu et à sang. Hein. Je pense que vraiment, les politiques aujourd'hui, et c'est vrai ici et c'est vrai à Toulouse, et je vous rassure, là, nous ça date d'il y a 2 jours, j'en parlais avec Daniel aujourd'hui, on a appris aujourd'hui qu'il y a une conférence de Rokhaya Diallo qui a été annulée. Elle devait donner une rencontre dans une bibliothèque de la ville, qui a été annulée. Et on est en pleine campagne électorale, on sait bien qu'il s'agit de brosser dans le sens du poil une partie de l'électorat. Mais rien ne le justifie, qu'on soit d'accord ou pas avec elle. Rien ne le justifie. D'abord, il y a la question de la liberté d'expression. Ensuite, il y a ce qu'elle porte. Bon, pour la connaître un peu, je crois que Daniel la connaît un peu. Franchement, comme, je sais pas moi, dangereuse, activiste... Il y a pire que ça. Il y a pire. Des fois, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus dangereuse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment là de la même manière. Donc, je prends cet exemple-là parce que moi, je l'ai beaucoup vécu. Bon, j'organise un événement depuis 15 ans qui s'appelle Origine contrôlée, qui travaille vraiment sur ces questions de mémoire, d'histoire, de comment on comprend ces sujets-là de manière commune. La première fois, la première édition, c'était en 2004. Bon, on s'était emparé d'un sujet autour de la question de la mémoire coloniale, mais à Toulouse, ils nous ont dit, mais non, vous remuez la merde, vous allez générer des conflits, tout ça. Alors,
toutes les salles dans lesquelles on a fait nos rencontres sont encore en état. Le festival, 15 ans après, il existe toujours. Il y a encore pas mal de fréquentation et on a même pu, au contraire, proposer petit à petit des initiatives à l'ensemble des Toulousains pour leur proposer de raconter la vie. Et donc je finis sur ce dernier exemple-là, sur la question de l'éducation, en tout cas de l'éducation populaire, de l'action culturelle. De septembre à janvier, de septembre dernier à janvier, moi j'ai proposé à Toulouse, à la médiathèque Cabanis, qui est la grande médiathèque, la médiathèque centrale de Toulouse, donc elle est devant la gare, c'est à Toulouse, voilà, une exposition avec le concours de la ville de Toulouse, qui s'appelait Obledi au Toulouse, un siècle de présence culturelle des Maghrébins à Toulouse. C'est une exposition, on a été à plus de 100 000 visiteurs. Si je vous avais amené le livre d'or là, il est voilà, des dizaines de pages griffonnées avec des mots gentils, peut-être une ou deux pages d'insultes racistes. Une campagne dans toute la ville qui dit les Maghrébins à Toulouse. Des 4x3, des sucettes, des... J'ai même interrogé le maire actuel qui se représente, donc je ne sais pas, mais moi je lui ai dit alors comment ça s'est passé, vous avez reçu des... Mais y compris parce que ça m'intéressait. Nos problèmes, rien. Vous voyez, pas un... bon, à part les habituels commentaires en bas de la dépêche du midi, qu'est-ce que je veux dire? Mais rien, il n'y a personne qui a appelé la mairie pour dire qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous racontez à la médiathèque de Toulouse et vous faites une grande campagne de communication qui s'appelle Obledi au Toulouse, les Maghrébins à Toulouse, pour une histoire de la présence des Maghrébins à Toulouse. Et pourtant, dans cette expo-là, on raconte, bon, c'est une expo grand public, mais bon, voilà, on parle aussi de racisme, on parle aussi d'Arty, on parle des Juifs, on parle de la guerre d'Algérie, on parle de l'équipe du FLN, parce qu'on a eu deux... voilà, bon, on a abordé plein de sujets de manière... Ça s'est très bien passé. Des dizaines... Donc, je dis ça, sans doute que vous allez être convaincus, je finirai là-dessus. N'intégrons pas nous-mêmes les présupposés du discours public sur le fait qu'aborder ces sujets-là, c'est difficile. Moi, je pense que les populations de nos villes sont bien plus prêts à accepter qu'on travaille ces sujets-là et qu'on le fasse de manière sérieuse. Hein, je veux dire, quand on est une mairie, on n'est pas un groupe politique, on s'adresse à tout le monde. Quand vous serez maire de Perpignan, ben voilà, ce sera plus large que l'alternative. Il faudra s'adresser même à ceux qui n'ont pas voté pour l'alternative. Donc, mais c'est tout à fait possible. Enfin, moi, en tout cas, je pense vraiment que souvent, on a... alors, pas ici, pas nous, mais malheureusement, bon, pour dire à gauche, enfin, bon, je vais mettre des guillemets, bien trop souvent céder à la pression du caractère inflammable de ces sujets. Moi, je suis plus optimiste que ça. Voilà. Des questions dans la salle? Martine? Non, moi, c'est pas une question. Alors, moi, je voulais prendre le problème de la discrimination sur 2 voire 3 angles. La discrimination, comme vous en avez parlé, raciste ou sexiste, mais là aussi la discrimination administrative et la discrimination politique. Alors, la discrimination sexiste, elle est aussi engendrée par l'éducation qui est donnée à nos enfants. Et je pense que quelque part, une des premières actions qu'on peut avoir dans une commune, il y a les centres sociaux, mais il y a le travail qu'on peut et qu'on doit faire en direction des scolaires, parce qu'il y a tout un pan d'éducation qui est nié en ce moment dans les écoles,
et on peut faire confiance à notre cher ministre de l'Éducation. Lève pas les yeux, tiens. À notre cher ministre de l'Éducation, parce que éduquer un peuple, c'est lui donner un pouvoir. Et ne pas l'éduquer, justement, c'est lui retirer ce pouvoir. Et c'est ce que, de plus en plus, on est en train de faire actuellement au niveau de notre éducation, l'éducation qui est donnée à nos enfants. Alors, la discrimination administrative, bon, on sait tous que quelquefois, quand on va dans un endroit où on a des papiers à faire, c'est pas toujours si simple de les faire. Et quant à la discrimination politique qui est faite, le racisme institutionnel, moi c'est ça qui m'inquiète. Actuellement, on est en train, on a un gouvernement qui met en place une ségrégation institutionnelle, un racisme institutionnel, mais un racisme aussi un racisme social, parce que quand on voit les mesures, vous en avez parlé, qui sont mises en place vis-à-vis des gens de la population qui revendiquent simplement ses droits et simplement le droit de vivre et de vivre debout, de ne pas vivre de quelque chose qu'on va lui donner comme de la mendicité, de vivre de leur travail. Et les chômeurs qui sont ici ou ailleurs comprendront ce que je veux dire, parce que pour certains, on a beau au moins me dire que les chômeurs, c'est des professionnels, hein, ils sont tous, ils cherchent du travail, mais c'est pas vrai, c'est faux ça, c'est faux. Moi je me suis toujours inscrite en faux contre ça, parce que c'est une violence qui est instaurée à nos populations, et qui est instaurée par des gens qui savent ce que c'est que le pouvoir. Eux qui savent ce que c'est que le pouvoir et qui en jouent mal. À toi, Michael. Oui, juste un mot parce qu'on ne s'est pas présenté avec Salima en introduction de cette réunion. Et il s'avère que, bon, dans la liste, moi, je représente la France Insoumise et Salima Génération. Et pour revenir un peu sur la genèse de cette réunion, on s'est dit quand même que dans une ville où on donne un député du Rassemblement National premier au soir du premier tour, il fallait quand même que nous, qui avons la prétention de faire de l'éducation populaire et de repolitiser les quartiers, on aille trouver les arguments pour s'opposer directement à ça. Donc on a travaillé sur le thème des migrations de population, notamment pendant une semaine, et on voulait conclure cette séquence par un événement un peu plus d'envergure, et c'est pour ça qu'on a travaillé toute la journée avec Daniel dans les quartiers et sur le terrain, et ce soir avec Salah pour une réunion publique, afin d'enfoncer le clou quelque part. Et je trouve que la conclusion de Salah est excellente, parce que c'est exactement ce qu'on veut faire. Pour nous, c'est un devoir d'évoquer ces sujets, c'est pas une possibilité de peut-être, est-ce que ça va fâcher, est-ce que ça va pas fâcher? Non, dans notre programme, on a un encart sur les migrations de population, on parle de racisme, on parle de discrimination, parce que dans la mesure où on veut mener une politique de rupture, on ne va pas rentrer dans le politiquement correct pour cadrer avec les discours dominants. Et on a la conviction que tous ces sujets qu'on nous vend comme compliqués, délicats, etc., c'est notre job de les simplifier et d'en parler de la façon la plus épurée et même la plus simpliste possible. Hier, on a fait une intervention sur les migrations avec Daniel Akane et on est reparti de définition du dictionnaire pour montrer qu'on peut simplifier les choses et qu'on peut les comprendre très vite et qu'on n'est pas plus bête que la moyenne. Donc merci, et j'ai noté une deuxième chose, Salah, tu parles de territoire comme les nôtres à Perpignan, c'est bon, pas de problème, on t'a adopté. Delia. Moi je voulais, donc j'ai une expérience, je préside une association, Coup de Soleil, pour promouvoir les cultures du Maghreb. Je suis aussi professeur d'arabe, le seul professeur d'arabe dans le département oriental, c'est une honte. Moi, je voudrais qu'on se centre sur les deux entrées primordiales pour moi. L'entrée déficit de démocratie et déficit de l'accès aux droits.
il y a un déficit énorme à ce niveau-là. Au niveau théorique, ce n'est pas les travaux qui nous manquent. Cette problématique-là, elle est posée vraiment depuis les années 70, depuis 75, le regroupement familial. C'est-à-dire qu'on a été surpris par l'arrivée des familles, alors qu'on ne s'y attendait pas, qu'on avait des ouvriers, qu'on avait des travailleurs. Et cette histoire, elle a continué depuis Mitterrand. Depuis Mitterrand, n'oubliez pas, dans ses 100 propositions, promesses, il y avait l'accès aux élections municipales pour les immigrés, les élections locales. Et ça a continué, et on a à chaque fois, regardez, vous avez évoqué, Salah, le séparatisme dont on parle aujourd'hui. Sarkozy a évoqué le problème de l'identité nationale. Depuis Mitterrand, ces choses-là reviennent. Le déficit le plus important encore pour moi, c'est celui de l'ignorance. Vous avez dit, le concept pour moi, c'est celui des représentations. Et l'ignorance, tu as utilisé le mot institutionnalisé pour les dirigeants, ignorance institutionnalisée des uns et des autres. Et ça, c'est notre travail. Donc je vois, j'ai vu récemment, en 2017, il y a eu l'ouverture du département, au Louvre, du département de l'islam, un événement. Ça peut casser toutes les représentations qu'on a de ce qui vient de ces terres géographiques du fait islamique. On n'en fait pas assez à ce niveau-là. Et c'est ça notre travail. L'éducation, je suis professeur d'arabe, on a des élèves issus du quartier populaire, issus de familles maghrébines, qui trouvent un accès à la réussite scolaire pour être dans un établissement du centre, le lycée Arago, le plus grand lycée de la ville. Il y a l'enseignement de l'arabe. Aujourd'hui, il y a un travail de ça. La diminution des heures, le contingentement de l'accès à cet enseignement, il y a des barrières immenses. Donc voilà, sur la démocratie, sur l'accès au droit, et un travail sur les représentations. Les représentations, c'est organisé. On a du mal. Notre association, elle a une existence de 15 ans, en 2020. Il n'y a pas assez. Tout ce que nous faisons n'est pas assez. Vu le chantier et ce qui est à faire encore et encore. Voilà les 2 points que je voulais aborder à ce niveau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Madame la candidate. Madame la maire. À notre maire, c'est appelé à Nice, donc rien n'est acquis. Et moi, c'est vrai que là, on est sur les thématiques nationales, mais on n'est pas sur les thématiques locales. D'abord, être l'élu d'une ville, c'est être le premier notable d'une ville. En quelque sorte, le premier ou la première présidente d'une micro-république. Voilà. Parce que nous oublions souvent que la démocratie est née d'abord par une démocratie de proximité, c'est-à-dire les communes. Excusez-moi, je ne suis pas très calée en machin, mais j'ai un minimum de culture générale qui me permet d'ouvrir certains dossiers et de fermer les autres quand je ne sais pas de quoi répondre. Moi, ce qui m'a... c'est vrai, excusez-moi, moi j'arrivais, je faisais mes courses de là-bas, j'ai vu, j'ai dit est-ce que c'est public ou privé, je suis arrivée, mais comme j'avais laissé la cocotte minute, alors... C'est vrai, quand je suis arrivée, je me suis dit, madame, et je me suis dit, je suis à la Française soumise, parce que je me connais qu'à travers le petit écran. Voilà, c'est vrai, tout ce que vous avez développé est une vérité avérée depuis plusieurs décennies, et que sur ça, on ne va pas revenir dessus. C'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les minorités qui ont un problème identitaire avec la République, mais c'est la République qui a un problème identitaire avec ses différentes composantes. Voilà. D'abord, la République, elle est constituée de communautés. Parce que si on prend le système régional, chaque région, c'est une communauté.
Les Corses, les Basques, les Bretons, voilà. Après, on vient sur le côté identitaire. Certes, on aime bien nous dire que la France est la patrie du Graal, de l'alchimie, et surtout la patrie la mère patrie de l'Église. Attendez, il faut que je trouve le mot. Je pas préparé. Mais elle est aussi elle est la fille aînée de l'Église. Non, attendez, c'est ce qu'on dit. Attendez, madame, bon voilà. Il faut revenir aux sources, parce que voilà, nous avons tous la France, dans l'historique de la France, voilà, de la Gaule, voilà, tel qu'on nous a enseigné, c'est la fille aînée de l'Église. Mais elle est aussi la fille aînée de la synagogue, vu qu'il y a eu le concordat, 2 fois par Napoléon I et par Napoléon III confirmé en Alsace, d'où le statut local d'Alsace, où les synagogues... Mais elle a été aussi, au début du XXe siècle, la fille aînée de l'église, de la mosquée en Europe. Parce que Lyoté a construit la mosquée de Paris. La mosquée de Paris n'a pas été construite par les musulmans, mais elle a été construite par Lyoté en hommage aux Algériens qui, dans les tranchées de 14-18, qu'eux n'ont pas eu la chance, que Jules Ferry, que tout le monde met sur un piédestal, avait refusé l'acquisition du savoir et l'école aux Algériens. Malheureusement, eux n'ont pas pu écrire. Parce qu'après 1905, 1914 et 1918, tous les gens dans les tranchées pouvaient écrire des lettres. À leurs amoureuses, à leurs femmes, ils ont écrit leur mémoire. Mais les musulmans, on en a fait abstraction, on ne les a pas éduqués, ils n'ont pas pu écrire pas la moindre lettre sur leur mémoire. Alors aujourd'hui, si la France, elle ne sort pas grandie, parce qu'elle veut être monocoque, voilà, dans une seule coque. Mais l'école, c'est le creuset de la citoyenneté. Mais l'école, madame, si demain vous êtes mère, elle relève de vos compétences. C'est à vous de faire en sorte que tout enfant, avant d'être... je dis la vérité, je suis musulmane, je n'ai pas à le cacher. Franchement, je suis fière de mes origines. Voilà, je n'ai pas... Mon nom, il a été transcrit par l'administration française, parce que les premiers noms transcrits en lettres latines, ce sont nous les Algériens. Et c'est pour cela qu'on peut faire la différence avec un Français musulman d'origine, un Français non d'origine, c'est à l'orthographe de son nom. Khadija, K-H, elle est d'origine française, elle est algérienne. Khadija avec un K, elle vient du Maroc ou Tunisie, qui n'étaient pas des territoires français, mais seulement des protectorats. Voilà. Aujourd'hui, madame, je vais vous dire une chose. Je sais, il y a certaines choses que, en toute honnêteté, moi je suis une ambassade qui passe pas. Parce que jusqu'à présent, c'est vous qui me sollicitez pour que je vote, c'est pas moi. C'est la vérité. Parce qu'en votant pour vous, je vous délègue mon pouvoir de faire des choses en mon nom. Et qu'une seule voix peut faire basculer un vote, quelle que soit l'unité. Voilà. Alors, alors moi, madame, ce que je demande du maire, parce que je me suis fait avoir avec Pujol, parce que le fait qu'il soit né à Mostaganem, la même ville que ma mère. Attendez, je voulais juste démarquer. Il y avait le concubin de Marie, et il y avait lui. Donc j'avais pas le choix. Mais je me suis dit, étant donné qu'il est né de l'autre côté, peut-être qu'il a cette ouverture d'esprit. Attendez, j'ai eu raison d'avoir tort, parce que ça m'a permis aussi de voir de mieux, avec un meilleur prisme, quelle est la situation politique de ma ville native. Parce que moi, je suis née à Saint-Jacques. Moi, je suis la descendante de ceux qui ont signé la fatwa en 1939 en Algérie, quand comment il s'appelle là, Pétain avait voulu saisir les biens juifs en Algérie. Les miens, ils ont dit que ils ont signé la fatwa, elle est écrit dans l'histoire, que tout musulman qui achète un bien de nos frères dans le malheur, bon, vous savez ce qui attend, le saignement comme le mouton. Voilà. Et c'est les miens qui sont partis voir Mohamed V pour lui dire: tu n'as en aucun cas à obéir à Pétain, parce que les musulmans, comme les juifs, se sont tes sujets. Et sur cela, et j'ai trouvé reconquête. Ah ben, je suis fière aujourd'hui. Ma ville, jadis, moi, quand je suis née, il n'y avait pas de boucherie halal. Il n'y avait pas de halal. On mangeait cachère. Voilà. On mangeait cachère.
j'ai pas avec lui. Aujourd'hui, madame, il y a la grosse moitié de notre ville qui est un vrai calvaire. Parce que l'usage des engins d'entretien de 6 h du matin à 12 h, attendez, je vais vous dire, c'est dans notre intérêt. Non, mais on pourra en discuter. Parce qu'il faut qu'on partage la vulnérabilise nos bâtiments historiques. Deuxièmement, nous avons besoin d'une politique économique. Nous sommes le centre du monde, pas pour rien. Nous, on est là-bas de Paris, tout ça et tout. Voilà. Ici, tout le monde a trouvé refuge. Je suis la descendante de celui, quand vous n'êtes pas sans savoir, que la CIMAD a été créée à Rivesaltes. Après, mon grand-père, il y était. Voilà, celui que son père a signé la fatwa là-bas. Il a envoyé ici. Voilà. Aujourd'hui, madame, nous avons besoin de quelqu'un qui rassemble, qui ait des idées neuves. Pas me parler des partis socialistes Mitterrand, moi Mitterrand je le hais, parce qu'il a été ministre de l'Intérieur et jamais on a autant guillotiné d'hommes politiques que sous son mandat. Donc, de grâce, ne me parlez pas de lui, et j'étais bien contente dès qu'il soit mort, comme il est mort. Il y a toujours justifié. Maintenant, moi je suis venue ici, madame. Moi j'en ai marre quand je marche dans l'espace public, on me voit comme une étrangère. Et puis on me voit comme une intellectuelle mineure qui n'est pas à la hauteur des autres. Je vous ai tous vus, hein. Enfin, vous à travers l'écran, mais comme on dit, le chou c'est une spécialité arabe, c'est plus fort que nous. Voilà. Chou, fais-toi, tu réfléchis. Moi, madame, je vous dis, nous avons besoin d'une dynamique. Nous avons d'une bonne communication. Notre ville, notre département a été pionnier en énergie solaire. Notre département a une écomobilité qu'on peut développer et tout ça et tout. Tout ça, mais pour fédérer. Il faut que quand un citoyen se présente à l'administration, que l'agent administratif le traite avec les mêmes égards que les autres. Et à partir de là, c'est... Comme animateur des manifestations de Perpignan, je veux demander merci au groupe LFI qui se bat pied à pied contre ce projet de réforme des retraites. Donc laquelle vous pourrez porter à votre groupe la gratitude de ceux qui luttent à la base. Merci. Oui, merci. Après, les discriminations ethniques ou culturelles, elles sont indispensables à une photocratie. Quand quelques riches monopolisent les biens de tous, ils ont besoin de désigner aux gens privés de leurs droits, d'une part, qu'il y a pire qu'eux, et deuxièmement, qu'il y a des responsables de leur situation qui ne sont pas eux, mais les autres. Et le terme séparatiste est très bon. Les séparatistes, aujourd'hui en France, c'est les 5% de plus riches qui ne participent plus au contrat social, qui ne veulent plus payer leur part d'impôt. Le terme séparatiste de ce Macron que je connais personnellement, j'ai dit, pour une première fois de ma vie, il emploie un mot qui correspond bien à notre société, mais il l'emploie à l'envers. Et donc, tout le travail politique contre la discrimination va consister à montrer aux gens que les discriminés, ce n'est pas ceux que l'on nomme discriminés et que l'on responsabilise le plus souvent de la discrimination. Les discriminés, c'est 95% de la population dans une plutocratie à la même fois. Voilà. Et donc, et deuxième chose, c'est que, comme toujours dans l'histoire, les discriminés, les plus discriminés, ne viennent pas ni vers les mouvements sociaux, ni vers la politique, qu'on voit bien ici aujourd'hui, et ça se voit dans les manifestations à chaque fois. Je suis désespéré de voir que dans les manifestations, les plus discriminés ne sont pas là. Les femmes les plus discriminées ne sont pas là. Les gens des banlieues, des cités ne sont pas là. Et c'est un fait historique général. Le seul moyen, et deuxième chose aussi, si on veut que Perpignan s'en sorte, on ne sortira pas Perpignan de l'ornière économique, sociale, politique, clientéliste où elle est, sans le 35% de ces jeunes qui à Perpignan sont discriminés, qui sont exclus de la richesse de la vie. Car aujourd'hui, la discrimination, c'est se priver de cette richesse qui est dans nos cités. Et donc, c'est à nous d'associer, car on ne sortira pas de la discrimination sans les discriminer.
Et c'est à nous d'aller vers eux, et le seul moyen pour ça, c'est d'aller dans les cités, c'est de donner du pouvoir dans les cités aux gens qui ne sont pas élus, mais à qui on donne le pouvoir de participer à leur vie avec un budget participatif dans les quartiers. Voilà, j'ai travaillé cette question-là au niveau international pendant des années, je l'ai beaucoup travaillé en Amérique latine, je l'ai travaillé un petit peu en Bulgarie après la chute du mur de Berlin, et en Bulgarie, si vous voyez les gitans du monde, de toute l'Europe de l'Est qui viennent chez nous, vous n'avez pas de gitans de Varna, parce qu'à Varna, on leur a dit organisez-vous, on leur a donné les moyens dans le projet que j'avais fait avec l'organisateur sur du travail, et à Varna, les gitans sont devenus le moteur de l'activité économique. Bravo. Autre question? Non, mais merci beaucoup pour toutes ces interventions. Moi, je voulais rebondir sur deux points. Sur la question de l'éducation, parce que c'est aussi un bon levier pour réfléchir ici à comment, au niveau d'une mairie qui a un pouvoir sur les écoles, alors ce n'est pas le pouvoir de l'éducation nationale, mais qui pourrait mener des politiques de lutte pour l'égalité contre les discriminations, de comment est-ce que justement on fait un travail de reconnaissance de sa propre histoire, de connaissance et de reconnaissance de sa propre histoire, qui permet de relier en fait, de retisser des liens d'appartenance collective dans la diversité des histoires. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et que Perpignan est une ville, je ne connais pas beaucoup, moi je suis plutôt de Montpellier, de l'autre côté du sud, mais où il y a cette richesse-là culturelle est très très ancienne. Et en fait, je trouve que c'est vraiment intéressant l'intervention précédente qui montre comment en fait c'est une ville qui est traversée par une histoire longue de cette multiplicité, etc., qui a forgé la vie. Et c'est vrai que aujourd'hui, voilà, on a l'impression qu'il y a eu une histoire officielle qui a été écrite par les dominants, par une minorité, et elle n'a pas du tout été écrite par le peuple, quoi, et le peuple dans toute sa diversité. Et ce travail sur l'éducation, mais à travers l'école, à travers les programmes de temps d'activité, temps scolaire, etc., c'est penser une politique municipale qui, à travers les écoles, mais à travers, il était question par exemple des médiathèques, de tous ces infrastructures locales, voilà, comment on réécrit avec les gens cette histoire commune, cette histoire de conflit, de division, mais aussi voilà, de ce qui a été porté ensemble. Je pense que ça, c'est un bon levier sur voilà, une vraie politique avec une vraie vision à mettre en œuvre. Et le deuxième levier, ce dont tu parlais, important sur l'administration locale. Parce que une des études qui a été menée en 2016, ça s'appelle le rapport Lortie, qui avait été commandité pour étudier les processus de discrimination dans l'administration, et qui a montré qu'il y avait dans l'accès au concours, par exemple, ne serait-ce que les jurys de concours, une discrimination. Donc notamment là, c'était les cas qui ont été mis en œuvre, c'était par rapport aux citoyens ultramarins, voilà, qui se retrouvaient extrêmement discriminés, à la fois pour l'accès et puis aussi dans l'évolution de carrière. En fait, ils étaient cantonnés aux catégories C, sans évolution. Et donc là, il y a aussi un levier en termes d'administration, ce que tu disais, sur voilà, comment on met en place une procédure de recrutement qui permet que ceux qui font la ville, qui sont au service des citoyens, c'est les citoyens eux-mêmes aussi, à travers voilà, une administration qui reflète ça, et de gens qui connaissent les réalités des quartiers populaires, parce que ce sont des habitants des quartiers populaires, qui sont au service de l'intérêt général en tant que fonctionnaires. Et donc voilà, comment on change aussi, à travers deux leviers au niveau local, qu'on lutte concrètement en fait sur la question des discriminations. Et je trouve que c'est deux pistes vraiment très intéressantes à poursuivre. Et le dernier point, je pense que la question d'être dans les quartiers populaires, là aussi c'est pas pour y apporter de la politique et du savoir, c'est vraiment d'abord apprendre et découvrir, parce qu'il y a cette richesse-là, il y a cette histoire-là. Et en fait, il y a cette conscience politique de subir une discrimination. Donc en fait, il y a une conscience politique. Et la question, ce que vous disiez,
le fait que, par exemple, dans les mobilisations sur les retraites, etc., ça manque de diversité. La question, c'est comment être attentif aux luttes qui existent. Enfin, moi, l'exemple sur Paris qui est un peu différent, mais en ce moment, il y a des luttes ultra importantes, par exemple des femmes de ménage de l'Ibis, de l'Ibis Batignolles, etc., qui sont à 99% des femmes noires, françaises ou étrangères, et qui mènent une lutte de classe contre une surexploitation et être présent dans cette lutte-là, à leur côté, etc. C'est ça aussi, en fait. Donc, elles sont là, les luttes, en fait. Les gens qui luttent, qui sont là, les opprimés qui se battent contre leur discrimination. Et voilà, en plus, sur une question, voilà, ce sont des femmes qui travaillent et qui, depuis, ça fait 7 mois, enfin, ça fait plusieurs mois qu'ils sont luttes. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'en tant que salarié, on est en solidarité avec elles, comment on met en avant ces luttes-là, comment on en parle, et c'est comme ça aussi qu'on tisse les liens. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'arriver en se disant, voilà, on va apporter la conscience ou on va apporter les solutions. Dans beaucoup de quartiers, ce ne sont pas des déserts politiques. C'est des déserts en termes d'infrastructures sociales, d'accès, etc. Mais en fait, le travail politique, c'est d'aller rechercher, retrouver et redonner de la visibilité à toutes ces formes de résistance. Donc voilà, je pense qu'il y a de la matière en fait, il y a du potentiel, il y a des résistances et des colères. Et la question, c'est comment on transforme avec les gens ces colères-là en auto-organisation et en réappropriation collective. C'est ce que j'ai dit, c'est pas... Ouais. Oui. On peut dire, c'est en avant. Non, oui, mais je pense qu'il faut créer ces alliances. Il faut créer les alliances, il faut être aux côtés des gens dans leur lutte. Et c'est comme ça que les luttes se rejoindront, quoi. Mais ce n'est pas contradictoire, ça allait dans ce sens. Moi, je voulais dire qu'on a prévu dans le cadre, dans le cadre de notre mandat des commissions municipales, on appelle ça comme ça dans le langage administratif, qui peut permettre aux gens de s'intéresser à la chose publique. Parce que ces commissions où on peut faire intervenir les gens qui ne sont pas élus, qui sont le citoyen lambda, comme on dit, et c'est pas péjoratif, c'est une chose qui peut donner l'apprentissage de la citoyenneté. Parce que je pense que déjà maintenant, c'est quelque chose qui est un peu perdu. Être citoyen, c'est presque péjoratif. Oui. Moi, être citoyen, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et malheureusement, maintenant, c'est comme la politique. On nous dit, la politique, j'en ai marre de la politique. Oui, mais la politique, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de propre, quand elle est bien faite. Et je pense que ça, c'est important. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose. On n'arrête pas de nous dire que la lutte des classes, c'est mort. Non, la lutte des classes, elle n'est pas morte. Parce que ceux qui sont en haut, la lutte des classes, eh ben, eux, ils la font, la lutte des classes. Ils la font en notre direction. Mais nous, on a, pour certains, quelquefois oublié qu'il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre. Non, bon, c'est juste que je voudrais insister sur quand même ce que vous disiez et ce que vous venez de dire. Moi, je suis d'accord, la lutte des classes, elle existe encore. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les classes populaires, et c'est ça l'objet de la question de la discrimination, il y a un traitement différencié, même dans les classes populaires, c'est-à-dire qu'on a un inégal accès au travail, au logement, même parmi les plus pauvres. Et donc, l'enjeu, ce que vous disiez, on est d'accord, mais c'est juste pour préciser, c'est vraiment de reconnaître ce sujet-là, parce que, et d'autant plus, que ce qui renforce la logique discriminatoire, c'est la rareté du travail, la rareté du logement. Vous savez, c'est un peu la logique des biens rares, quoi. Moins il y en a, et plus on est à se battre dessus. Et bien, moins il y en a, et plus on est à se battre dessus, et plus ceux qui ont une petite chance, et c'est ce que vous disiez, en fait, Esther, c'est de donner à des plus pauvres
rapport à des gens qui sont encore plus pauvres ou aussi pauvres qu'eux. Donc, mais il faut reconnaître ce sujet-là, et ce que je voudrais dire, c'est vraiment de s'appuyer sur, ça c'est très très important ce qu'a dit Daniel, c'est de s'appuyer sur l'expérience sociale, politique des personnes concernées dans les quartiers, parce que vous parlez du mouvement des retraites. Tout à l'heure, en venant, par exemple, je ne sais pas comment elle s'appelle, la place de là-bas, il y a un centre d'art. Voilà, je suis arrivé, on s'est fait la réflexion en arrivant. Voilà, il y a un endroit comme ça, à Groyer dans le Tarn, qui s'appelle la place des Chibani. Et là, c'est la place des Chibani. Je suis arrivé, j'ai vu plein de vieux messieurs, qui étaient assis, bon, ils disaient, bon, ils discutaient. Ce sont des retraités. Ce sont des retraités. Et qui ont des retraites minables et qui ont des... bon, voilà, je vais pas... Et sur lesquels il y a des sujets qui sont des sujets particuliers à cette catégorie de la population. Moi, j'avais... Bon, à Toulouse, on avait eu une grosse mobilisation sur la question justement, il y avait une mobilisation parce que, vous savez que, bon, enfin, je ne vais pas rentrer en détail, mais sur la question des vieux migrants, pour un certain nombre d'entre eux qui sont ici, bon, ils ont accès à la retraite contributive, puisque celle-là, mais ils vivent beaucoup de prestations sociales, ce qu'on appelle le minimum vieillesse, ou des choses comme ça, qui, eux, sont soumis à conditions de résidence. Oui. C'est une grave discrimination sur les retraites, c'est qu'un Français qui va passer une retraite dorée au Maroc, qui garde sa retraite, un immigré qui a cotisé toute sa vie en travaillant en France et qui retourne vivre dans son pays d'origine, au Maroc, en Algérie, il perd sa retraite. C'est une discrimination scandaleuse. Non, il ne perd pas sa retraite contributive. Il perd l'accès aux prestations sociales. La retraite, comme tout là, on la prend au... Non, même pas. Si, la retraite... bon bref, c'est pas... Non, mais je vais vous donner... Pourquoi je prends cet exemple-là? C'est pour vous donner à quel point, à un moment donné, les pratiques de l'administration peuvent être discriminatoires. Ces vieux messieurs, donc, ils ont droit à des prestations sociales. L'ASPA, le minimum vieillesse, les APL, la Sécu, ce que vous voulez. Et, à un moment donné, il y a des contrôles. Parce qu'elles sont soumises à conditions de résidence. 6 mois par an, en France, il faut être là. Et ce qui s'est passé à Toulouse, ce qui se passe tout le temps, encore aujourd'hui, c'est que la CARSAT, la caisse de retraite, les convoquait, en leur demandant de présenter leur passeport. Et donc, c'est un agent de la caisse de retraite qui se permet de contrôler les visas dans les passeports, ce dont ils n'ont absolument pas le droit, mais un vieux monsieur, vous voyez ce que je veux dire, généralement, à qui on dit l'administration le convoque, moi je me rappelle de mon père, quand l'administration disait venez, donc il arrive et il montre son passeport. Le passeport est un document de loi, et nous on s'est battu auprès de la CARSAT. Vous n'avez pas le droit de leur demander le passeport. Vous n'êtes pas de la police de l'air et des frontières. Vous êtes agent de la CARSAT. Il le faisait quand même. Or, et juste pour finir, parce que c'est un exemple emblématique, ici ils le font, mais si, après tout, ils contrôlent un Français. Il y a Pujol, par exemple, qui passe son temps au Maroc. Mais s'il contrôle Pujol, comme il est français en France, il n'est pas obligé de détenir un passeport. Donc, il peut arriver, il peut dire, moi, quelqu'un de nationalité française, il peut arriver à la CARSAT, il peut dire, moi, j'ai pas de passeport, je ne suis pas en voyage, je suis en France, dans mon pays, j'ai la nationalité française, donc on ne peut pas contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, je vous donne cet exemple-là pour vous dire, et ces sujets-là, effectivement, on en parlait, pour venir faire le lien avec... Alors, ça peut paraître un peu anecdotique, mais simplement, je trouve que c'est emblématique, en fait, de la réalité, et puisqu'on est sur ce débat sur les retraites, voilà. Et donc, ces vieux messieurs, c'est quand même... bon, là, en l'occurrence, des vieux messieurs qui sont dehors, mais il y a des chibaniates aussi, on dit, hein, des vieilles dames aussi, alors qui sont dans des situations encore plus... si on dit, il y en a beaucoup, ils sont très nombreux, je les ai vus là, si on dit, on doit dire qu'on va s'en plaindre, que dans
que dans notre campagne municipale, c'est un sujet. Alors il y a cette question des retraites, mais tout simplement la question de ce qu'on appelle les clubs des aînés, les foyers de troisième âge. Vous voyez, pour ne pas parler tout le temps des jeunes, on avait ce truc-là, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais eu à Toulouse, je me rappelle, voilà, juste pour finir, sur un quartier, des personnes âgées, du quartier populaire, d'origine maghrébine, africaine, qui nous disaient, nous, je ne sais pas pourquoi, on nous amène jamais des chocolats. Mais ouais, parce qu'il n'y a pas de club des aînés, parce qu'au moment de Noël, le maire, il vient, il fait la tournée, il amène des boîtes de chocolat à tout le monde. Mais là, en fait, il n'y a pas de foyer de troisième âge. Vous voyez, on en est là, hein, dans le traitement différencié. Alors ça, voilà, bon, je vous donne un exemple un petit peu, mais qui est du concret, qui est très concret, et qui frappe les esprits. Parce que ces gens-là, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Et que, vous savez, c'est une sacrée atteinte à la dignité que de voir nos parents, nos grands-parents, maltraités. Juste 2 minutes pour dire qu'on est très concerné par ce dont tu viens de parler sur les Chibani, qu'il y a eu une grande lutte de Chibani il y a quelques années à Perpignan, qu'il y a un collectif de soutien toujours aux Chibani, et que donc voilà, le mouvement social est très concerné par les Chibani, ça existe toujours, la solidarité à Perpignan. On était très liés les deux collectifs. Voilà, il y avait Marseille, Toulouse et Perpignan, et un peu à Paris. Voilà, donc on est vraiment en plein dans ça. Et ça, c'est nos expériences de lutte. Il faut qu'au moment où on va porter une parole politique, on les fasse émerger et dire, voilà, dans nos pratiques de militants, je sais pas, voilà, dans notre ville, on a fait ça. Donc, moi, je voudrais revenir un peu sur plusieurs éléments, à la fois sur le constat que tu as adressé, qu'on adresse au niveau national et sur les réponses au niveau du municipal, et de faire le lien avec aujourd'hui tout ce qu'on a travaillé et tout ce qu'on a inscrit dans le programme. Alors déjà sur le constat d'une discrimination institutionnalisée, enfin sciemment utilisée dans des rapports de domination, on est clairement là-dessus à Perpignan, puisque nos sociologues maison nous disent voilà, fracture sociale utilisée comme ressort électoral, donc on est avec l'effet de frontière d'une rue à l'autre, donc on est vraiment là-dedans, on y est au niveau institutionnel, national, mais localement on est complètement dans ce schéma-là, et donc bien sûr notre proposition c'est de la reprendre à l'envers et de la mettre de façon centrale avec cette... Alors je dirais pas, c'est pas d'aller les voir, les quartiers, alors on y est allé et d'ailleurs partout dans tous les quartiers, on voit bien qu'il y a des énergies, on voit bien qu'il y a complètement une conscience de ce qui se passe. Aussi, pour rebondir sur la représentation, c'est-à-dire que la représentation qu'on leur assigne, ils la prennent pour eux. Par exemple, les jeunes qu'on a vus au Champ de Mars, qui rigolent du fait que oui, je suis guetteur, oui, alors qu'ils sont collégiens au collège d'à côté, qui ne sont pas guetteurs, mais que donc on en arrive à un stade d'intégration d'une classe assignée complètement hallucinante et avec, c'était pas à ce moment-là, mais là avec un plus âgé, un père qui disait mais qu'est-ce que vous faites, voilà, enfin désespéré par rapport à l'ensemble de la génération d'après. Donc il faut, donc c'est pas trop d'aller les voir, mais c'est plutôt de donner les moyens de l'activité sociale, de la culture, de l'émancipation, par les propres structures associatives qui aujourd'hui ne sont pas du tout aidées, ne sont pas du tout soutenues, ou au Bas-Vernay, on nous a dit qu'il faut remplir le dossier de subvention comme ça pour 200 € de subvention qui leur permet la moitié de la box qu'il faut pour avoir parce qu'ils font de l'aide justement au papier, etc. Donc on est à un niveau, il y a de quoi mieux faire certainement. Mais pas dans cette idée, oui, on vous donne, bien sûr, dans cette idée de ces budgets participatifs, ces assemblées de quartier,
pour décider ensemble. Ceci étant, c'est pas non plus... il y a aussi cette histoire cet enjeu d'éducation, parce qu'on est aussi dans un système hyper clientélisé, avec très peu de gens qui ont cette capacité à parler. Donc il y a aussi un accompagnement à cette démocratie de terrain, avec de la formation, de l'information, de l'animation, et il faut que tout ça bouillonne pour effectivement redonner confiance et refaire émerger les projets depuis les habitants, et qu'ils sont tout à fait capables, c'est un peu notre devise, on regarde, toutes et tous capables, et bien sûr dans les quartiers populaires. Alors sur la discrimination, et ce que tu disais sur déjà premier employeur, la mairie, en interne et vis-à-vis de l'accueil. On en discutait, alors c'est vrai que finalement c'est des choses qui avancent, j'en discutais avec quelqu'un d'autre. À l'accueil, finalement, 2 agents d'accueil vont avoir une attitude différente, mais les valeurs qu'on porte, c'est-à-dire la non-discrimination, qu'elle soit vis-à-vis de son nom de famille, de son quartier, ou on en parle aussi d'un handicap, et y compris des handicaps invisibles, voilà. Le fait de... Mais est-ce que les valeurs, elles sont affichées? C'est-à-dire que, est-ce qu'un agent qui voit un autre agent dériver en disant, en n'étant pas accueillant parce qu'il y a un effet derrière de discrimination, est-ce qu'il peut s'appuyer sur sa propre institution pour lui dire, là tu déconnes, c'est moi qui vais m'en prendre? Non, aujourd'hui pas du tout. Et bien sûr, à Perpignan, certainement pas. Donc effectivement, ce travail de formation et d'affichage des valeurs, ici, ça se passe comme ça. Ça n'est pas négociable. De toute façon, d'ailleurs, c'est la loi et on va la faire respecter. Et puis, bien sûr, alors après, à l'intérieur des agents, je pense qu'aujourd'hui, à l'intérieur des agents, il y a une certaine diversité, notamment parce qu'il y a eu un certain clientélisme vis-à-vis de ces communautés. Donc, quelle est la situation, je ne sais pas, mais bien sûr, il faudra voir les choses concrètement. Aussi, est-ce que c'est des gens qu'on a embauchés, mais qu'on a toujours laissés à la même place, et sans la situation. Et puis après, je voulais revenir sur la mémoire, alors parce que ça va nous faire rigoler, parce que quand on construisait le programme, j'arrêtais pas de dire mais il faut un musée des mémoires, et puis je me disais bon mais il y en a déjà plein d'autres, mais moi je crois que c'est central, surtout qu'on a un musée de la mémoire plus que tronqué, on est quand même dans la ville de ce fameux centre de documentation sur la légérie française, et que notre maire actuel nous a dit que finalement on était la terre des exilés, que les Algériens français étaient des exilés et que comme on était une terre des exilés, il allait faire un musée de la retirade pour les autres exilés de cette ville. Donc non, effectivement, ne pas réécrivons l'histoire, mais montrons l'histoire dans sa diversité. Je pense que dans cette ville, c'est vraiment ultra nécessaire, et c'est aussi ultra nécessaire dans le support de ce qu'on va faire sur le scolaire, le périscolaire, de ce qu'on peut offrir comme espace aux enseignants, comme aux animateurs, pour justement aller rencontrer cette histoire. Et on voit pour des projets éducatifs vraiment de qualité qu'il y a ici au collège Jean Moulin, que je connais un peu mieux parce que ma fille y est, le travail de mémoire que les profs d'histoire font, mais c'est un truc de dingue, et ça redonne, et notamment sur cette histoire d'exil de Caen qu'on a ici, en plus avec toute l'histoire qu'on a, que ça soit la retirade ou que ça soit l'histoire des harkis, voilà, et finalement il y a des choses qui se rejoignent dans les mémoires, et qu'il faut effectivement qu'on travaille, qu'on s'engage à mettre sur la table et à prendre à bras le corps, parce que aujourd'hui, l'impression que ça fait, c'est que ces quartiers populaires, ils sont invisibles. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas dans le débat politique qui en parle, sauf effectivement quand il y a des coups de feu, etc. C'est invisible. Et la question est invisibilisée, alors qu'elle est effectivement centrale. Donc redonnons-lui une place centrale, visible de la diversité, de nos histoires multiples, mais de notre vie ici en commun.
voudrais juste ajouter là-dessus que ce que tu viens de dire et ce que vous avez dit les uns et les autres, au niveau culturel, éducatif, etc., et sur ces diversités qui sont présentes dans les villes, pour moi, c'est ça le patrimoine. Pour moi, le patrimoine, ce ne sont pas que les pierres. C'est l'ensemble des cultures qui se réunissent à l'intérieur des diversités, etc. Et ça, je trouve qu'on le minimise un peu. Alors nous, on a des mairies là, qui se sont succédées depuis 1945, qui ont développé le patrimoine, mais le patrimoine des pierres. Alors moi, j'ai pas l'impression qu'on soit des pierres les uns et les autres. Non, je voulais juste rappeler que la diversité, elle est plus grande que ce qu'on a entendu jusque-là. Bien au-delà du culture méditerranéen. La réalité perpignan dans les quartiers, elle vient de l'Est, elle vient de l'Afrique, elle vient de plus loin, et ça, on n'en parle pas, on ne le voit pas, on se rend pas compte de c'est joyeux et divers. Parce que c'est aussi parfois un quartier. Quand il le raconte, il raconte aussi une solidarité intercommunauté ou inter-origine qui ne retrouve pas dans le centre-ville. Et c'est une raison pour laquelle il est difficilement investi. Quand on nous invite à des événements ou à se joindre à des... Oui, parce qu'ils ne sont pas non plus reconnus dans la représentation. Oui, cette frontière-là. Quand on dit, je parlais de la mémoire et le présent, mais c'est pas. En fait, vraiment, c'est travailler sur aujourd'hui quand on parle de. Non, voilà, j'avais juste envie de dire ce que parce qu'en je pense vraiment ce qui est voilà, ce qui est symptomatique, c'est de voir par exemple comment les migrants qui arrivent aujourd'hui, ou il y a quelques années, bon là on se commence un peu moins dans les radars de l'actualité, enfin quoique, ça dépend, mais on parlait des Roms. Voilà, on avait les Roms, voilà, c'était les Roms. Et les Roms, ils subissaient, alors qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes caractéristiques historiques, les mêmes stigmates que les Maghrébins, les Africains. En fait, on leur appliquait. On en faisait en fait. Et moi, je ne sais pas à discuter, mais je trouve qu'on leur appliquait de la même manière et on mobilisait les mêmes ressorts pour leur appliquer les mêmes stigmates. Voilà. Et c'est pour ça que cette question de alors ça peut paraître un peu comme ça conceptuel, mais moi je pense que c'est très important. Alors quand on parle de mémoire, en fait, c'est la question du récit. C'est-à-dire comment dans des villes aujourd'hui, en plus, où il y a énormément de mouvements, donc de populations venues de bien des pays, mais du même pays d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ça tourne dans nos villes maintenant, il y a des gens qui viennent d'autres régions de France, donc ça circule. C'était beaucoup de la Loire. Et donc la question, c'est pour ça que je parle, voilà, comment on se raconte ensemble, comment on va raconter, si demain on dit, voilà, l'histoire de Perpignan, c'est quoi l'histoire de Perpignan, et en plus, ça bouge, c'est aussi, on le sait, quoi, je veux dire, c'est Perpignan et l'agglo, quoi. Parce que bon, là, on parle d'élection. C'est tout ça qui circule. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant de s'en donner les moyens. Et puis, effectivement, pour revenir à la question de l'école, même si évidemment le maire ou la maire n'intervient pas dans les programmes scolaires, elle peut intervenir dans le périscolaire, dans plein de temps. Alors là, on parle des écoles maternelles et primaires. Et voilà, il y a plein de manières de faire. Là, je parle, évidemment, en discutant, je mets l'accent sur les discriminations racistes, et sur la question du sexisme, c'est, voilà, je veux dire, quand on regarde un petit peu les types de documents que produit une mairie, donc travailler un peu sur... il y a des choses vraiment à faire. Et surtout des stéréotypes à déconstruire, vraiment, je crois que ça fonctionne, quoi. C'est quand même un type d'action qui permettent quand même, effectivement, de
de se donner un peu de champ pour l'avenir. C'est ça que... Je crois que c'est des mouvements complémentaires, hein, de construire des stéréotypes et mettre en valeur au niveau de la richesse de la diversité. On va vers le même espoir. On va vers ça parce que c'est aussi de renverser un peu. Parce que souvent, même dans les bonnes intentions, je dis pas, je parle voilà, de ce que j'ai vécu, dans les bonnes intentions qu'on a pu avoir dans des politiques publiques, souvent quand même aussi, et je pense que ça a tendance à revenir de manière très très forte avec les discours de l'actuel président et gouvernement, tendance à revenir vers cette idée très vieille et bien fumeuse de l'intégration. C'est-à-dire que quand on parle de gens qui arrivent aujourd'hui, peut-être on peut se dire, bon, mais quand on est à la 3e, 4e génération et qu'on entend encore parler d'intégration, il faut qu'on évacue tous ces... c'est pas dans ce sens-là que ça doit se passer. Voilà. Et juste un dernier point pour revenir sur peut-être plus... voilà, sur la question de l'organisation des services. C'est, je crois vraiment, c'est des choses qu'on avait, j'ai re-regardé avant de venir le programme L'Avenir en commun. Moi je soutenais un autre candidat, mais il y avait aussi le même type de proposition. C'est vraiment, je crois que c'est jouable à réfléchir au niveau municipal, c'est de créer quand même des corps de fonctionnaires, de créer sans multiplier, mais peut-être des instances, des services dédiés à ces sujets-là. Avec au niveau national, je crois qu'on avait des propositions dans différents programmes de type de corps sur le modèle des inspecteurs du travail, voilà, ce genre de choses. Bon, c'est pas une mairie qui va faire ça, mais elle peut créer des services. Il y a une initiative à Toulouse, bon, c'était pas ce maire-là, mais le maire précédent qui l'avait mis en place. Bon, c'était pas totalement abouti, mais je pense qu'il y avait de l'idée. Il y a une mission égalité, donc il y a un service qui s'appelait, c'est Pierre Cohen à l'époque, qui était maire socialiste, qui avait créé la mission égalité. Alors, je pense qu'il aura pu aller plus loin, mais je pense quand même que l'idée était intéressante d'avoir un service dans la ville qui fait objet de la question de l'égalité. Qui fait un film qui analyse l'ensemble des politiques publiques pour éviter voilà, de reproduire un biais des politiques publiques. Voilà. Donc il y a, voilà, il y avait ça, la mission égalité. Alors, ça n'est pas seulement les questions des discriminations racistes, mais aussi l'égalité femmes-hommes, la question de LGBT, enfin, il y avait plein de... Voilà, mais il y a des choses intéressantes qui étaient produites là-dedans. Bon, je pense que ça aurait mérité de creuser, mais voilà. Il y a deux choses dans ce qui est dit, beaucoup de choses qui sont dites. Je voulais revenir sur deux points, parce que tu évoquais la question du clientélisme, qui est un travestissement, c'est-à-dire qu'on va chercher une personne pour représenter, et on pourra dire, voilà, vous voyez, vous avez des représentants, et c'est par là que ça va. Et qu'en fait, du coup, il y a de la diversité entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une représentation de chaque communauté, et là, pour le coup, c'est une vraie communautarisme, c'est-à-dire qu'on assigne les gens, donc toi tu vas représenter tel, etc., en spoliant en fait la parole, parce que c'est toujours les mêmes qui désignent, et en plus voilà, ça entretient, en fait c'est un pervertissement du rapport démocratique. Donc ça c'est malheureusement ce dont on souffre aujourd'hui, c'est aussi de politiques effectivement de clientélisme qui ont été mises en œuvre et qui ont complètement perverti le rapport républicain, le rapport à la politique, quoi. Et je pense qu'il faut avoir conscience de ça. La question, c'est pas d'afficher une diversité de façades, mais de redonner le pouvoir de choisir aux gens et de leur redonner des droits. Et c'est pour ça que moi, j'insiste vraiment sur la question du droit politique, du droit social, et de leur redonner du pouvoir, en fait. Ce pouvoir de choisir, c'est pas le maire qui va choisir voilà, une représentation de chaque communauté et l'assujettir en plus, parce que ça va défendre, et c'est ce qui s'est passé souvent aussi pour le milieu associatif, c'est-à-dire qu'on a des associations qui sont tenues par les subventions municipales, etc., et qui sont, voilà, et qui du coup peuvent faire du très bon travail, mais qui à un moment donné, une fois qu'on s'écarte de ce que l'autorité politique a décidé, mais voilà, elles n'ont plus de subventions, etc. Donc c'est aussi ce rapport perverti dont il faut avoir conscience. Et
Et c'est vrai que pour moi, la réponse, c'est plus de droits sociaux, plus de services publics. Et c'est là où en fait ça rejoint le combat général, quoi, se battre pour avoir des budgets, du financement, pour pas juste les associations, mais pour réouvrir les services publics, réouvrir des postes, etc. Voilà, c'est se battre pour l'accès aux droits, pour développer l'autonomie, d'une part. Et le deuxième élément, c'est sur le fait par exemple, moi c'était un exemple à nouveau sur la question des ultramarins, de considérer, c'était dit aussi tout à l'heure, en fait, les cultures comme extérieures en fait, à l'histoire de la France. Pour moi, l'exemple, c'est sur l'outre-mer notamment, où en fait les citoyens d'outre-mer sont français depuis bien plus longtemps que certains de l'Hexagone, mais ça ne fait pas partie en fait du coup de ce qu'on s'imagine. C'était parmi les premiers révolutionnaires. Enfin voilà, cette idée qu'en fait c'est pas juste l'autre, quoi, c'est pas juste les anciennes colonies, etc. Voilà, c'est l'histoire de France et de redonner cette visibilité, cette dignité-là. Et c'est voilà, c'est pas juste justement sur la question de l'intégration, intégrer des gens qui viendraient d'ailleurs, mais en fait non, c'est des gens-là qui sont depuis parfois de très nombreuses générations, bien avant des vagues migratoires qui sont arrivées. Et je pense que voilà, ce rapport changer en fait la manière de voir les habitants et les habitants des villes dans lesquelles on vit, et je pense que ça aussi, ça fait partie du travail à faire là-dessus, pour combattre les discriminations. Et dernier point, c'était sur la question de, quand on avait, dans le programme, on avait proposé de mettre en place un commissariat à l'égalité, avec donc des inspecteurs de l'égalité qui seraient sur le modèle des inspecteurs du travail, avec la différence, c'est donner, en fait, y compris un pouvoir de sanction, c'est-à-dire d'interpellation, parce qu'en fait, il y a du travail qui est fait, par exemple, par les défenseurs des droits, etc., d'alerte, etc., et qui n'ont pas de pouvoir. C'est-à-dire même par rapport à la question des entreprises, on parlait, voilà, on va aller, alors ça c'est la ligne, on fait des index, on va les inciter à, et puis on attend un peu qu'ils soient de bonne volonté, etc. Et en fait, à un moment donné, comme ce qu'on dit pour tout, il faut réguler la finance, mais il faut aussi avoir un pouvoir de sanction et se donner les moyens, parce que sinon, en fait, on a des institutions où il y a des gens de très bonne volonté, mais qui n'auront pas de pouvoir à un moment donné pour dire, ben voilà. Donc c'est à nouveau cette question du pouvoir, donner du pouvoir de droit, de juridique, et dire, ben voilà, on met en place, dans la limite, après, voilà, des communes, mais c'est aussi un rapport de force politique, quoi, de demander à voir la mairie, elle a des pouvoirs de police, elle a des leviers exécutifs, comment on donne à des agents, voilà, le pouvoir de dire, on ne va pas simplement vous dire ce serait bien d'eux, voilà, si vous ne le faites pas, ben, vous serez sanctionné, ou mettre des critères dans les marchés publics, etc. Enfin, de la contrainte, voilà. C'est un délit. Voilà, c'est ça, voilà, ce truc de dire, c'est pas juste, il faut de l'éducation, il faut de la formation, il faut ces leviers-là, mais il faut aussi, voilà, la sanction dans le sens de, voilà, à un moment donné, on dit stop, et voilà, sinon toute la bonne volonté, elle suffira pas, parce que c'est dans la logique, si la discrimination, elle a cette fondement-là, c'est que ça sert, on l'a dit, ça sert au système, et que ça sert à baisser les salaires, ça sert à jouer de la politique de la pénurie, où on joue les uns contre les autres. Donc voilà, il faut un pouvoir à un moment donné de sanction aussi, et pas juste, voilà, il faut de l'éducation, etc. On n'est pas toujours sur cette logique répressive, mais c'est vraiment sur cette question-là, voilà, faire respecter le droit, et à un moment donné, c'est faire intervenir, voilà, aussi accès au droit au pluriel, mais accès au droit juridique, oui, au droit et à la justice. Sur la question de la justice, voilà, c'est... Là, le gouvernement actuel n'a même pas voulu publier. Oui, voilà, il y a eu sur une étude sur les testings au niveau national, avec des entreprises qu'ils ont gardé sous le coude, et quand ils l'ont enfin, parce que les chercheurs, ils avaient travaillé pendant des mois, ils disaient, bon, mais où est-ce que ça en est? Ils ont publié avec une note en disant en plus, bon, c'est les chercheurs qui ont trouvé, mais en fait on n'est pas responsable de ce qu'ils ont trouvé. Aussitôt, enfin, c'est vraiment hallucinant, quoi. Et c'est ensuite... Mais ça n'a pas
moment donné, on va aussi rendre justice. C'est à un moment donné aux victimes de discrimination, c'est les reconnaître comme victimes et du coup faire jouer la loi et la sanction là-dessus. Et alors, si on est employeur de ceux qui sont à l'origine des violences discriminatoires, etc., bon, enfin, parce qu'on a eu un cas à Perpignan d'un gamin qui s'est dans la partie par la police municipale, voilà, donc tabassé, et finalement, arrivé au niveau de la justice, il a eu un rappel à la loi, et le gars, alors je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui est en face, je me rappelle plus, parce que c'était juste un rappel à la loi, il dit, je veux que tu t'excuses vis-à-vis du policier municipal, et le jeune et ses parents lui ont dit, non, mais on ne s'excuse pas, c'est lui c'est moi la victime. Et ben, du coup, il s'est pris, du coup, c'est aller plus loin que le rappel à la loi. Donc, ces pressions, donc là c'était pas seulement discriminatoire, enfin, je connais pas exactement le contexte, mais en plus, quand même, la mairie est employeuse de la police municipale. Donc, pour le coup, là, il y a une énorme responsabilité de formation, d'application du droit, et de contrôle hiérarchique. De la conduite de la police. En sachant, quand je dis la sanction en termes larges, l'idée c'est pas mettre en prison, il y a aussi des processus de justice réparative, enfin voilà, de comment, la question c'est une reconnaissance du préjudice qui est subi par les personnes, et ça peut passer par des gestes symboliques, ça peut passer par de faire du travail, etc. Donc c'est pas uniquement punitif, c'est aussi réparateur en fait, ça répare le lien, y compris notamment dans les cas de la police. Je parlais des violences policières, mais il y a tout un travail et il y a des leviers, surtout quand c'est une police municipale, pour retisser un lien de confiance vis-à-vis d'une institution dont le principe même, normalement, en tout cas dans une vision républicaine, c'est d'être au service des citoyens, c'est de préserver l'intégrité physique des citoyens, c'est de les protéger, et donc il y a des leviers justement pour faire appliquer la loi et pour sanctionner les pratiques discriminatoires qui ne sont pas punitives, exclusivement punitives, mais qui recréent un processus de dialogue, de réparation, de reconnaissance. Et voilà, et c'est comme ça qu'on retisse aussi le lien entre les citoyens, les services publics, les agents et les agentes qui sont censés être au service. Et donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut construire, imaginer, tester au niveau local, avec les moyens et le pouvoir qu'ont les maires ou qu'ont les élus, ne serait-ce que pour porter plainte, ou voilà, par exemple sur les procédures de justice qui sont souvent très lourdes, etc., d'accompagnement juridique, d'aide juridique, etc., et de réparation. Et je crois que voilà, là aussi, il y a tout un champ d'expérimentation sur un autre rapport, voilà, au respect du droit, à la justice, à la réparation, qui est à la fois individuelle, qui est importante pour reconnaître les personnes qui subissent un préjudice, mais qui est collective, quoi. C'est vraiment un processus de réparation et de travail collectif, je crois. Je vais dire que j'ai la chance de travailler dans un quartier à Perpignan, dans deux. Et quand vous parlez de reconnaissance et de confiance, ce sont les premières choses que demandent les habitants. Moi, je travaille vers Vernay-Salan, qui est un quartier qui est complètement extériorisé de la ville, et où, par exemple, on travaille avec un groupe de femmes d'origine maghrébine et de migrantes sur les problèmes du quartier, et on leur propose d'écrire aux différents candidats sur ce qu'elles vivent, sur leurs revendications, etc. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne leur demande pas seulement ce qui ne va pas, mais on leur demande qu'elles nous disent, elles, quelles sont leurs solutions. Et elles ont des solutions formidables. Et elles nous racontaient qu'elles avaient demandé à la mairie de venir voir, il y a des problèmes de cafards dans les immeubles, des problèmes de rats qui s'installent dans le quartier, il y a des problèmes d'insécurité. Le seul lieu qu'ils ont où à peu près ça se passe à peu près bien, c'est au niveau de l'école, parce qu'il y a un comité de parents d'élèves. Le centre social a été fermé pendant près d'1 an, ils n'ont pas eu de directrice, ils n'ont rien eu. Il n'y a plus d'activité pour ces jeunes, tout ce qui est foot, tout ce qui est activité, on estime que c'est plus la peine de leur en donner, ils auront que des activités de
des rendez-vous avec différentes structures, etc. Enfin, il n'y aura pas de lieu où elles pourront vraiment s'organiser, etc. Et moi, ce que je vois, c'est vraiment une énorme richesse. Moi, ça me fait beaucoup de bien d'aller les voir parce qu'il y a vraiment plein d'idées, plein de choses même formidables qu'elles disent. Mais en même temps, elles se sentent humiliées. Mais c'est une humiliation. On est dans deux mondes. Il y a le monde de Perpignan, ville, et puis il y a le monde de ce quartier, vraiment. Et quand elles sont, par exemple, la mairie est venue parce qu'elles ont râlé plusieurs fois par rapport à tous ces problèmes d'insalubrité. On leur a dit, bah oui, mais là, c'est parce que vous savez pas ramasser vos poubelles. C'est vous qui êtes sale. Là, vous avez fait les cafards, l'assiette des cafards, c'est parce que vous ne nettoyez pas correctement. Mais on nous a accusés de tous les maux. Et à aucun moment, on n'a été ni écouté, ni entendu, ni reconnu dans ce que l'on fait. Voilà. Alors, je pense que vraiment, et effectivement, il y a une grande méfiance de toutes les structures, y compris municipales, évidemment. Et là, il y aura vraiment un énorme travail de dialogue au travers effectivement des associations qui sont en lien avec toutes ces personnes-là pour qu'elles puissent être entendues. Que les idées qui soient données, ce ne soient pas des idées des associations, ce soient les idées de ces personnes-là. Et qui soient accompagnées par les associations ou accompagnées par la municipalité, mais que ce ne soient pas des choses qui soient imposées. Et l'autre chose aussi, moi, qui m'alerte beaucoup, c'est que dans ces quartiers-là, on vient en plus mettre des personnes qui vivent des choses encore plus difficiles, les migrants, parce qu'il y a beaucoup de foyers CADA, etc. Ou des appartements qui servent de squat. Et ce qui se passe, c'est que ces gens qui sont déjà en grande difficulté regardent les autres en disant, bah ouais, mais si on a un problème, c'est aussi à cause d'eux. Et là, c'est très inquiétant pour moi, parce qu'il y a tout un travail là aussi à faire de lien, de connaissance, de reconnaissance, etc. Et c'est dans ces quartiers-là qu'il faut vraiment mettre le paquet, quoi. Vraiment, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de mairie, il n'y a plus de postes, c'est désert, c'est terrible. Et on dit, bah oui, on ne nous met pas parce que y a des violences, oui, il y a des trafics de drogue, bah oui. Mais ces gens-là, ils sont obligés de partir en bus, faire des kilomètres pour pouvoir aller faire leurs courses, ils n'ont plus rien à proximité. Ils sont abandonnés et voilà, enfin, moi c'est quelque chose à la fois qui me révolte, mais en même temps moi, je suis vraiment ébahie par en même temps toute la solidarité et tout ce qu'elles mettent en place, parce que de toute façon, quelque part, elles n'ont pas le choix pour tenir, elles sont obligées. Et je dis elles parce que c'est beaucoup de femmes que l'on voit et on voit plus que les hommes. Malgré 20 ans de politique de la ville. Oui. C'est le bilan de la politique de la ville, ouais. C'était juste pour faire une petite page de pub. Comme on parle des discriminations, quelqu'un qui projette d'en faire beaucoup, s'il est élu, c'est Louis Alliot. Et dans la semaine du Roussillon de cette semaine, il y a 3 pages extraordinaires sur va-t-on laisser l'extrême droite prendre Perpignan. C'est super bien fait. C'est comme ça pourrait être dans un journal militant alors que c'est dans un journal pour tout public. Donc il y a un article sur qui est Louis Alliot, un carriériste de la politique, les casseroles de Louis Alliot, gestionnaire, la dette du FN a explosé alors qu'il en était le numéro 2, Louis Alliot contre SOS Méditerranée et le sauvetage des réfugiés en mer, qui se ressemble, s'assemble tous les liens avec l'extrême droite européenne, faible travail d'élus, le travail d'Alliot et des élus FN au Parlement européen. Enfin, c'est vraiment un dossier à charge contre Alliot, contre ce qu'il est, parce qu'évidemment, pour ceux qui ne sont pas de Perpignan, Louis Alliot, l'ex-numéro 2 du FN et du RN, il se présente sans étiquette, à la Ménard. Donc ça démonte Alliot, ce qu'il est vraiment, ce qu'il fait, rien, en tant qu'élu. Et je pense que ça vaut le coup de le faire connaître, ce numéro de la semaine du Roussillon, parce que je pense que c'est un bon angle d'attaque par rapport au Rassemblement National et à Alliot. Voilà, donc achetez-le et faites-le connaître. Oui, j'ai la parole. Oui. Bravo.
C'est parce que j'ai intervenu, parce que j'ai habité pendant 30 ans dans le nord de la France. Hein. Je suis catalan d'origine. Donc, non mais, oui. Non mais, donc, pour expliquer que l'état de droit, des fois, c'est souvent hein, que j'ai eu cette impression, depuis que je suis revenu, c'est que l'état de droit, il s'arrêterait à la moitié de la France, disons. Parce que ici, j'ai l'impression que c'est une mafia. Parce que, je vais citer deux exemples. C'est le clientélisme et la mafia. Et les copains et tout ça. Hein. Parce que, par exemple, moi, mes parents, ma mère, elle était, on parle des Chibani, mais ma mère, elle venait de l'autre côté c'était une Catalane. Hein. Après, avec la guerre, elle est venue de là-bas. Elle est venue à Saint-Genis-des-Fontaines. Hein. Et bien, dans ce village, elle a travaillé pratiquement toute sa vie. Les agriculteurs du coin, hein, et c'était des Catalans, donc c'est pour ça que je dis que je suis catalan. Donc, les agriculteurs du coin, ils ne déclaraient pas les gens. Souvent, les gens, ils se sont retrouvés, ils n'avaient même pas de retraite. Ma mère, elle s'est retrouvée avec peut-être 200 euros, 150 euros, 200 euros de retraite seulement, alors qu'elle avait travaillé toute sa vie. Et que ces gens-là, c'est des Catalans, ils se sont enrichis. Hein, et c'est un autre Catalan qui le dit. Et donc, je le dénonce. Et ça continue. Et ça continue. Je ne sais pas, je ne connais pas exactement la situation aujourd'hui, mais il n'y a pas d'état de droit. Et ça me met vraiment furax. Parce qu'il est où l'état de droit quand on sait, les gens ils le savent dans les villages, que ça se passe comme ça, et on continue et on ferme les yeux. Hein, alors les discriminations commencent là aussi, hein, et ça, ces gens, ils n'ont même pas de retraite. Ils se sont retrouvés dans la merde jusqu'au cou. Hein. Et par exemple, moi, vous savez ce que ça m'a amené à ce que, quand ils l'ont mis en maison de retraite, ma mère, on était des pauvres, hein. Donc on était des Catalans qui venaient qui avaient été exilés. On arrive ici, le seul bien qu'on avait, eh ben, du coup, comme ils nous ont donné je ne sais plus quoi, une aide pour que ma mère puisse payer la maison de retraite parce qu'elle n'avait pas de retraite, eh bien après ils ont hypothéqué la maison. Ça fait qu'on a été obligé de racheter nous-mêmes la maison. Alors que nous on était déjà pauvres. Hein. Alors c'est la double peine. Ensuite, une autre discrimination que je voudrais signaler, enfin deux autres. Une autre, c'est que moi je suis handicapé, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on m'empêche, j'ai jamais pu faire un prêt. J'ai toujours été dans une banque, hein, et les banques, eh ben, t'as beau être un bon client, moi j'ai jamais eu de découvert pratiquement, j'ai jamais pu avoir accès à un prêt bancaire, hein, parce que j'avais pas de feuille de paie, ceci, cela, bon bref, on m'a toujours mis des bâtons dans les roues. Je voulais donc signaler cette discrimination en particulier. Hein, bon, il y en a des tas d'autres, mais je ne m'y attarderai pas. Et une autre chose aussi, qui me fait dire qu'ici, c'est vraiment la mafia. Quand j'étais à Troyes, j'ai habité 20 ans à Troyes, on m'avait dit, oui, pour avoir accès au logement, tu as un numéro unique. On te donne un truc, on te donne un numéro unique. Je suis arrivé ici, j'ai dit, mais moi, parce que je cherchais un logement. Alors je me suis adressé aux agences, aux trucs officieux, les trucs HLM, les trois autres, il y en a 3 je crois sur Perpignan. Et bien un des 3 il m'a dit, il faut écrire à chaque mairie personnellement, je ne sais pas quoi. Hein. Enfin c'est très opaque, tout est très opaque. Et donc c'est là pour ça que je dis que c'est une mafia et c'est clientéliste. Parce que dans le nord de la France, j'avais jamais eu affaire à ça. Et donc tout ça, je voulais le dénoncer ce soir. Voilà. Et savoir ce que les élus, comme Madame Opono, par exemple, pour l'histoire de ça, du numéro unique, est-ce que la loi, qu'est-ce qu'elle dit la loi? La loi, elle s'applique à toute la France. Donc pourquoi ici, on nous dit non, c'est autrement? Parce qu'on est catalan. Voilà. Je réponds, ça ne s'arrête pas au nord de la France, et on a bien vu que cette dislocation entretenue, elle sert à quelque chose, hein, elle sert à précariser, à opposer et à conserver le pouvoir des puissants. Ceci étant, plus on va dans le sud, peut-être que c'est encore plus gros et que ça sert une espèce de
de dynastie locale, nos sociologues les ont aussi, j'ai adoré dans le point, et la bourgeoisie improductive, non seulement, et que c'est des ficelles encore plus grosses et que c'est même pas respecter la loi. L'état de droit, il s'arrête, madame, je m'excuse, madame Ford, moi j'ai habité 30 ans là-bas et je vois la différence. Il y a un minimum de respect des règles qui a certainement pas à Perpignan. Mais ceci étant, la question des discriminations, elle existe aussi, dont on a parlé, elle existe aussi au nord de la France. Voilà. Si tu veux. Et puis on va conclure après parce qu'il est 8h30. Non, mais peut-être sur la question du logement, après il y a, réponse, pour revenir, je ne sais pas si ce sera une réponse, parce que je pense que le numéro unique, c'est aussi en fonction des régions et des départements. Moi, je sais qu'il y a un numéro unique en Ile-de-France, sur Paris ou sur l'Île-de-France. Après, je pense que c'est en fonction des territoires où on habite, mais de toute façon, la question, c'est pas d'écrire individuellement à la mairie. Effectivement, c'est normalement individualisé, anonymisé. Il y a les leviers, parce que les élus locaux, les communes, ils siègent et ils sont censés pouvoir contrôler le travail des bailleurs sociaux, des offices d'HLM. Donc là aussi, il y a un levier. Et il y a un levier aussi sur la question, parce qu'il y a beaucoup de discrimination dans l'accès au logement. Enfin, il y a eu des enquêtes qui sont menées pour montrer que selon le nom de la personne, etc., on ne va pas pouvoir accéder au logement, ou alors on va ségréguer effectivement en mettant les populations au même endroit, etc. Donc ça a été aussi construit, et je pense que c'est une politique du logement, y compris au niveau local, et facteur, quand on parlait de discrimination structurelle, le logement, ça a été, les ségrégations urbaines, elles ont été construites d'une certaine manière. Donc il y a plusieurs leviers sur, par exemple, la question de la transparence des jurys d'attribution pour les logements sociaux, qu'il puisse y avoir un contrôle, y compris un contrôle citoyen des procédures, etc. Parce que en région parisienne, mais c'est pareil, l'opacité, alors elle est plus criante ici, et voilà, je viens de Montpellier, il y a d'autres problématiques, mais typiquement sur logements sociaux, office HLM, etc., il y a aussi des leviers, parce qu'il y a des élus qui sont censés être en charge de cela, qui financent et qui investissent dans le logement social, et donc qui devraient pouvoir là aussi sanctionner, là aussi contrôler, etc., et mettre les moyens pour que l'accès au logement soit non discriminatoire pour les personnes. Donc ça, je trouve que c'est un exemple intéressant aussi sur le logement et l'accès au logement. Je suis handicapé, madame. Oui, non mais oui, en tenant compte on m'a jamais rien proposé. Et on me dit d'écrire alors que je suis malvoyant, je ne vois rien. Je vois rien, je ne peux même pas écrire pour écrire, il faut que je demande aux voisins. Alors comment je fais? Non, mais c'est le sens de notre proposition. Ça me fait pas rigoler, moi. C'est le sens de notre... Ça me fait pas rigoler parce que... Non, c'est pas qui c'est qui rigole, c'est parce qu'il faut des adapter. Mais juste un détail, je suis d'accord sur ce qui a été dit sur la question du RN et de démasquer en fait à quel point ces gens-là, ils ne servent à rien. Louis Allieu, il est censé être député. Voilà, j'ai dû le croiser une fois à la buvette, très loin parce que... voilà. Mais vraiment, je vous jure, voilà, ils ne servent absolument à rien. Et quand ils sont en responsabilité, le bilan des villes où ils étaient en responsabilité, les quelques villes qu'ils ont gagnées dans les années 90, c'est des désastres, y compris en termes de gestion, etc. Donc ça, c'est un angle, je pense, d'attaque, de démasquer et de refuser en fait la respectabilisation. Voilà, c'est là-dessus. Je pense que c'est aussi important de se rendre compte qu'on est aussi dans une situation où il n'y a pas eu besoin d'avoir l'extrême droite au pouvoir pour que ces politiques de discrimination elles aient lieu, et que c'est aujourd'hui utilisé comme un argument à la fois électoraliste, de dire si c'est pas nous, c'est le FN, comme un épouvantail, en activant des stigmatisations, etc. Donc il y a vraiment un effet pervers. Alors oui, clairement antifasciste, et de démasquer, mais aussi de porter la responsabilité. Aujourd'hui, ce que fait le gouvernement Macron, c'est paver la voie au Front National.
pavés permettent qu'en 2022, c'est Le Pen ou Macron, et on sait bien que ça va être une catastrophe si on les laisse faire. Donc la responsabilité première, c'est ceux qui sont au pouvoir, au niveau national comme au niveau local. Toutes les politiques de clientélisme qui ont été mises en œuvre, toutes les politiques de ségrégation qui ont été mises en œuvre. Voilà, il faut aussi pas laisser être pris dans la logique, voilà, c'est le danger. Le danger, il existe, il est réel, et ceux qui sont en responsabilité ont la responsabilité de ce danger-là et d'avoir fait grandir ce danger-là. Donc il faut avoir les deux, vraiment les deux leviers là-dessus. Et je vais vraiment finir sur une expérience à laquelle j'ai participé, moi, que j'ai trouvé fantastique. Ça s'appelle, alors peut-être que vous en avez entendu parler, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à contacter l'association. En fait, c'est une expérience de démocratie participative d'une association qui s'appelait les Lucioles du Doc, qui a contacté en fait trois types de groupes, des lycéens je crois que c'était à Garges-les-Gonesse, une association qui s'appelle Femmes Solidaires, de femmes de quartier qui sont mobilisées justement contre les questions d'insalubrité, et des détenus. Et en fait, ils se sont donné pour objectif de réécrire la Constitution. Ça s'appelle Nous le peuple, c'est un très beau documentaire. Alors, j'en parle parce que nous y avons participé avec Hugo Bernalicis, parce qu'en plus, c'était au moment où on débattait de la réforme constitutionnelle, la fameuse réforme constitutionnelle qui s'est fracassée sur l'affaire Benalla. C'était une sacrée expérience. Mais où, en fait, voilà, c'est des jeunes de quartier populaire, des femmes de quartier populaire, racisées, très divers d'ailleurs. Il y avait de toutes les cultures, mais voilà, marquées par des processus de discrimination territoriale, sociale, raciste, sexiste, et en fait qui ont entamé un processus de dire on va réécrire la Constitution, nous sommes le peuple de se revendiquer et de se réapproprier un pouvoir, et enfin voilà, j'aurais pas imaginé avoir une discussion sur le fait de voilà, on veut réécrire la Constitution. Et je parle de ça parce que en ce moment, voilà, on a un discours qui stigmatise, qui disent ceux qui veulent faire du communautarisme, du séparatisme, etc. La vérité, c'est ce que tu disais en fait. Ça, c'est des projections. La réalité, les gens, ils veulent ce que veulent tout le monde en fait. Ils veulent une bonne éducation pour leurs enfants, ils veulent de la sécurité aussi, avoir un commissariat qui marche quand ils ont des problèmes. Ils veulent ça, et ils veulent faire peuple dans le respect, dans le dialogue. Ils veulent faire peuple comme tous et toutes. Et donc ces expériences-là aussi, elles sont très utiles à partager, à faire voir, à montrer, parce que pour moi c'est une fierté et c'est une inspiration en fait de la capacité d'auto-émancipation en fait, y compris de ceux qui sont les plus vulnérables, les plus stigmatisés. Donc c'était une petite page de pub, mais qui est vraiment un exemple, voilà, des gens. Et moi, je trouve qu'une des séquences qui est vraiment très, très intéressante, c'est sur les détenus, parce que c'est encore une catégorie, et il y a des biais sociaux discriminants vis-à-vis de l'incarcération. Mais c'est magnifique, et c'est, je pense, un exemple très, très inspirant d'un processus de réappropriation citoyenne contre les discriminations. Ouais. Merci beaucoup. Merci.